Êtes-vous auto-domestiqué, le bonobo ou l'éléphant? Avez-vous la capacité de vivre sans violence en société? Êtes-vous impoli, malpoli ou poli? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. En faisant des recherches sur les éléphants, dans le cadre d'un documentaire que nous allons bientôt publier, qui va s'appeler « Des territoires des hommes et des éléphants », je suis tombé, au gré de mes différentes enquêtes, sur une étude, un papier scientifique d'une équipe de chercheurs américains de l'université de Stanford en Californie, qui s'appelle Elephant as an Animal Model for Self-Domestication. Madame ou mademoiselle, ou peu importe, Limor Raviv, Sarah Jacobson, Joshua Plotnik et Antonio Benitez Buraco. Alors, cette équipe de chercheurs dit que l'éléphant fait partie des 3 espèces sur notre planète, avec nous, l'homme, et le bonobo, à s'être auto-domestiqué au fil des générations et de l'évolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'auto-domestiquer? Sujet intéressant. Ça sous-entend que nous, humains, bonobos et les éléphants, nous savons par sélection naturelle, on va dire, par préférence sociale, nous éduquer. Ça sous-entend que l'homme, on va parler de nous, hein, tant qu'à faire, évolue vers plus de politesse. Alors, je vais donc déterminer et parler de 3 catégories de civilité chez les humains: l'impoli, le malpoli et le poli. Alors, pour m'appuyer, je vais vous citer une partie de cette étude qui sera en descriptif. Vous pourrez la télécharger le PDF, c'est en anglais. Nous allons prendre juste une partie et parce que c'est intéressant, parce qu'ils ont fait un comparatif homme, bonobo et humain. Mais avant, je vous invite, si tel est votre désir, d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous inscrire sur la chaîne. Alors, premier paragraphe, l'agressivité, l'agression. Chez les humains, il existe une forte proportion, excusez-moi pour le bruit, une forte propension à l'agression proactive et une faible propension à l'agression réactive. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à se contrôler, à la différence des animaux. Là, je vous invite à voir ma vidéo sur l'homme d'Arnold Gehlen. Il y a un peu de bruit qui vient juste de démarrer maintenant. Mon voisin s'est mis à faire des travaux juste au début de la vidéo. Serait-il malpoli? Alors, chez les humains, donc, on sait être violent d'une manière raisonnée, entre guillemets. On sait programmer une violence, hein, on fait faire la guerre, etc. Mais on se bat pas toutes les 5 minutes comme les chiens, par exemple. Hein. Les chiens, ils ont une agressivité qu'ils ne contrôlent pas. Chez le bonobo, il y a une réduction de l'agressivité proactive et de l'agressivité réactive. Les bonobos, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder ces singes. C'est un moment assez incroyable. En gros, ils règlent tout par le sexe au niveau social. L'agressivité est très peu prononcée chez ces primates dans le groupe et intergroupe. Hein. Et maintenant, un peu la nouveauté, c'est donc l'éléphant. Les violences
intra-espèces ou internes ou externes, on va dire, sont très rares. L'éléphant se bat rarement, il se bat, mais c'est très rare. Même le mâle pendant le musc c'est une montée en puissance de la testostérone chez l'éléphant mâle. Donc là, il va faire des rituels de combat, etc. Mais il y a très rarement de blessures importantes ou mortelles, ce qui existe dans d'autres espèces animales. Alors maintenant, le point de sociabilité et esprit de coopération. Hein, vous savez, c'est une des clés de l'évolution. Alors chez les humains, nous avons eu ce phénomène très précoce de ce comportement social et coopératif et social est très précoce. Donc là, je vous réinvite à voir la vidéo sur l'homme d'Arnold Gehlen, anthropologie philosophique. C'est très précoce même chez les enfants et ça a été précoce aussi dans notre évolution, à partir même de Néandertal, même si on va en parler après, jusqu'à Sapiens bien évidemment. Chez les bonobos, eh bien écoutez, la coopération semble plus souple que chez les chimpanzés au sein des groupes sociaux et entre eux. Ils partagent volontairement de la nourriture. Alors ça, c'est assez rare chez les animaux et sont plus tolérants à l'égard, d'une manière générale, des ressources énergétiques. Donc ça, c'est quand même assez rare. Chez l'éléphant, de nombreux cas de comportements empathiques et sociaux ont été documentés, tels que la formation de coalitions, la protection et le réconfort des autres, l'aide aux membres du troupeau mourant ou malade, la récupération et le gardiennage des éléphantaux. Donc ça, c'est très important. Et l'enlèvement d'objets étrangers attachés sur d'autres personnes. Donc en fait, ils s'aident, ils s'entraident, en fait, ils ont de la compassion, de l'empathie même. Les éléphants, même semi-sauvages ou domestiques, choisissent des partenaires coopératifs. Hein, ça, c'est très important. Et atténuent la compétition jusqu'à ce que le coût de la coopération devienne trop élevé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, vous savez, il y a toujours un coût dans la vie, un prix énergétique ou autre, de la coopération et de la violence. C'est-à-dire, en fait, les éléphants vont privilégier la survie du groupe à la violence individuelle. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Alors maintenant, troisième point, et le dernier que je prends de cette étude, contrôle émotionnel, comportement exploratoire. La curiosité, somme toute. Alors chez les humains, les êtres humains peuvent inhiber, moduler ou mobiliser des réponses agressives et émotionnelles en fonction des conditions climatiques, écologiques, sociales, politiques, des normes, hein, les normes sociales par exemple. Les humains recherchent la nouveauté, nous sommes curieux, un signal de récompense intrinsèque lié à la curiosité et à l'exploration. Donc nous on fonctionne par bons points en quelque sorte, mais les animaux d'une manière générale aussi, mais nous on est attachés à la curiosité, nous sommes des êtres curieux. Chez le bonobo, écoutez, sont tolérants, sociables, plus que les chimpanzés, et présentent des réactions d'adaptation passives au stress social. Donc ça, c'est la gestion du stress par le sexe. Hein. Bon, ils le disent pas, mais bon, moi je vous le dis. Hein. Allez voir, allez regarder les bonobos, c'est très intéressant. Ils sont également preuve d'une plus grande curiosité à l'égard des nouveautés. Donc ça, c'est un signe d'intelligence. Et enfin, pour conclure chez l'éléphant, les éléphants sont socialement tolérants et font preuve d'un comportement exploratoire notable, notamment de jeu et de curiosité. Et là, effectivement, l'éléphant est joueur et un éléphant devient adulte environ à l'âge de 14 ans. Donc, il reste 14 années avec jusqu'à sa maturité sexuelle comme les humains. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de similitudes. Voilà. Donc, voilà, je termine un petit peu sur cette introduction de l'autodomestication. Maintenant, je rentre dans la partie histoire. Alors, je vais parler un petit peu de l'évolution humaine. Vous savez, j'aime bien l'anthropologie, mais là, je vais vous faire un point assez important et très intéressant entre Néandertal et Sapiens. Bon, vous savez que Néandertal en Europe et en Asie, c'est mélangé avec Sapiens. Il y a eu des mélanges parce que maintenant, on a tous un peu d'ADN néandertalien, mais il a tout de même disparu, il a été supplanté par Sapiens, et on ne sait toujours pas aujourd'hui, on ne saura jamais d'ailleurs, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais enfin, on a des pistes d'études. Il est plus ou moins attesté aujourd'hui que Néandertal était plus violent. Et notamment, les femmes Néandertal allaient également à la guerre ou à la chasse du gros gibier avec les hommes. Alors ça, on le sait par des blessures sur les ossements retrouvés. Donc en fait, il n'y avait pas des partages de tâches sociales comme chez Sapiens. Donc Néandertal était sans doute beaucoup plus soumis à ces émotions
qu'il canalisait sans doute moins, donc il était de fait beaucoup plus agressif, pas violent, mais sans doute plus agressif et moins sociable. Et ça, c'est très important parce que il y a un trait qui est chez Sapiens et chez les éléphants, vous l'avez vu, c'est qu'en fait, nous, on délègue un peu les tâches, on s'organise. Par exemple, les mâles vont à la chasse du gros gibier, là où il y a le plus de risques de mortalité, mais il vaut mieux préserver les femmes qui donnent la vie et les enfants. Et les enfants, chez Sapiens, sont gardés en commun, comme les éléphants, c'est des nurseries, par une seule personne. Donc une seule personne peut garder tous les enfants, ou une ou deux, hein, mais d'un clan. Les femmes vont à la chasse au petit gibier ou au ramassage des légumes et autres, et l'homme s'organise pour la chasse du grand gibier. Et ça, c'était pas le cas chez Néandertal. On sait à peu près maintenant aujourd'hui que Néandertal n'avait pas cette intelligence sociable. Il était intelligent, il était sensible, mais sans doute submergé par ses émotions. Hein. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Donc il ne s'est pas auto-domestiqué. Néandertal n'a pas réussi à s'auto-domestiquer comme Sapiens, nous le faisons. Alors, pour conclure un peu sur cette histoire courte de l'évolution de l'autodomestication chez Sapiens, bon, je parle plus de l'Europe, hein, mais c'est un peu pareil partout. Vous avez une chose intéressante qui est aussi de dire que c'est pas le plus fort qui survit. Hein. Allez voir ma vidéo sur l'antifragilité et le bienfait du chaos. En fait, c'est le mieux adapté, c'est l'antifragile, c'est le mieux adapté au changement à venir. Le plus malin en quelque sorte, le plus souple. Quand vous êtes le dominant, donc Néandertal était physiquement beaucoup plus fort que Sapiens, donc il dominait au combat un par un, ou etc. Il devait éclater Sapiens. Hein. On le sait par les ossements, la taille des os, etc. Mais il a été supplanté parce qu'il n'a pas su s'adapter. Et ça, il n'était pas antifragile, il était trop fort, trop adapté à un milieu donné et pas assez souple pour évoluer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et c'est aussi lié à l'autodomestication, c'est-à-dire en fait, c'est le plus domestiqué, le plus auto-domestiqué, donc le plus sociable qui va évoluer, hein, qui va survivre, l'entraide, etc., etc. Je passe à la partie philosophique. Donc l'autodomestication est en quelque sorte l'inverse de l'idée darwinienne de l'évolution, c'est-à-dire le mieux adapté survit. Non, c'est le plus antifragile, c'est pas le plus fort, c'est le mieux adapté au changement à venir. Donc l'antifragile. Ça, c'est très important à comprendre, et donc ça fait partie du package de l'autodomestication, c'est-à-dire de la socialisation des humains, des bonobos et des éléphants, qui permettent une évolution sociale dans des groupes harmonieux, où il existe une réelle solidarité. Donc ça, c'est ce que j'ai moi défini dans mon livre Espace et paix comme un espace de paix. Mais pour ça, il faut que les individus soient tous plus ou moins accordés et au même niveau de politesse sociale. Donc, on peut pas mélanger des malpolis, des impolis et des polis. Ça va pas forcément fonctionner. Alors, dans l'autodomestication, c'est les femelles que je rappelle, hein, quelque chose d'assez simple, mais c'est quand même les femelles qui choisissent leur reproducteur en général, sauf viol ou guerre, etc. Mais voilà. Et les femelles ont eu tendance, sans doute, dans l'autodomestication, à choisir les hommes les moins violents, les plus antifragiles, donc les plus multitâches, les plus malins, pour la reproduction, pour le bienfait de la survie des enfants. Hein. Néandertal a sans doute été remplacé sexuellement, pas forcément dans des guerres, plutôt sexuellement. Il y a eu quelques mélanges, mais très rares. On a un peu d'ADN, comme j'ai dit, de Néandertal, mais je pense que tout simplement, les femelles Néandertal se sont reproduites avec des mâles sapiens. Elles ont compris où était leur intérêt génétique dans la reproduction et pour la procréation de leurs enfants et la survie de leurs enfants. Je rappelle que nous, humains, hein, d'ailleurs tout être vivant, nous vivons pour la reproduction et nous sommes plus ou moins programmés pour trouver le meilleur moyen pour nous reproduire. Alors ça, c'est lié aussi au QI, quelque part, puisque nous savons aujourd'hui, il y a des études, je vais vous mettre des schémas, on sait parfaitement, c'est établi, c'est scientifique, etc., que plus le QI est élevé, moins la personne est violente. Je parle d'une violence d'agressivité réactive. Hein, tous les plus hauts dignitaires nazis avaient un QI entre 140 et 160 et ils ont massacré des gens. D'accord? Et ça, c'est une violence programmée.
c'est pas eux-mêmes qui massacraient les gens. Hein. C'était la Shoah par balle en Ukraine. C'était des soldats qui devaient pas être trop fut-fut qui l'ont fait. C'est pas Himmler et Goebbels qui étaient dans leur bureau. Hein. Et eux, ils réfléchissaient à l'avenir de l'Allemagne, etc., etc. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a un niveau lié au QI et à la violence, c'est établi, c'est-à-dire que plus vous avez un QI bas, plus vous êtes violent. Eh bien, dans dans ce phénomène d'autodomestication, eh bien, les femmes ont dû choisir des individus plus intelligents, moins violents, moins agressifs, parce qu'il va tabasser ses enfants, il va tabasser sa femme, etc. Ouais, ça fait partie du cadre de l'évolution et de l'autodomestication. Donc, le QI a un rôle important dans la définition des trois critères de civilité qui sont les impolis, les malpolis et les polis. Maintenant, je vais un peu définir ce que c'est. Donc, dans ma définition, Néandertal est un impoli. Néandertal était sans doute gentil, il avait un bon fond, mais il était subordonné à son agressivité, à ses émotions. Donc, il était impoli. À ne pas confondre avec une personne malpolie. Néandertal manquait d'éducation, si vous voulez. Et il n'y arrivait sans doute pas. Il était trop impatient, etc., etc. Hein, une fois de plus, allez voir ma vidéo sur Arnold Gellen. Le malpoli, ça c'est très différent. C'est une personne égoïste qui peut être tout à fait intelligente, avoir très haut niveau de QI, mais elle est égoïste et donc de fait, elle ne devient pas sociable. Elle ne veut pas partager. Elle pense qu'à elle. Par exemple, dans mon livre d'Ogerland, une petite histoire du racisme, je parle de l'histoire de Pablo Escobar, par exemple. Lui, c'est un malpoli. Je parle de l'histoire de la Gestapo française, de ces voyous qui ont participé. Ce sont des malpolis. Voilà. Personne égoïste, peu sociable, voilà. Et souvent avec un mauvais fond de fait. Hein. Et ensuite, vous avez enfin les personnes polies. On va dire que c'est vous et moi. La majorité des gens sont polis, nous avons reçu une éducation, nous contrôlons nos émotions, nous n'allons pas nous battre toutes les 5 minutes. Voilà, on est sociable, on vit en société, on arrive à vivre en société. Voilà. Alors, par exemple, je vous donne quelques exemples maintenant. Un étranger, disons au hasard syrien, qui est invité en France et qui se met à poignarder des enfants. Alors, vous le mettrez dans quelle catégorie ? Du malpoli, bien évidemment. C'est pas très poli lorsque vous êtes invité chez quelqu'un de commettre des actes de violence. Hein. Alors, ou encore, je vais vous mettre quelques photos, vous regarderez. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a un groupe de néo-nazis, ou plutôt des hooligans, on va dire, racistes, au QI sans doute limité, ont manifesté à côté de Disneyland pour des diverses choses et leur soutien à l'unité Azov en Ukraine. Donc leur leader, qui est un ex-Marines, maintenant artiste tatoueur, d'ailleurs vous avez vu, il a un collègue qui est totalement tatoué sur le visage, c'est peut-être lui qui l'a fait. Il s'appelle Christopher Paul House et ce monsieur, lui, sans doute intelligent. Les leaders sont toujours intelligents. Il a sans doute un QI un peu plus élevé que la moyenne. Mais les gens qui captent dans ces mouvements de haine, tatoués du pied de la tête aux pieds, dans le style des purs gangs hispaniques, c'est quelque chose qui démontre une certaine idiotie, parce que je rappelle juste au passage que les SS n'étaient pas tatoués. Et ça aurait été impossible d'imaginer un tel accoutrement. Les SS étaient sans doute aussi sélectionnés au niveau de leur QI, de leur intelligence. Le régime nazi avait tout de même un peu plus de goût que ces hooligans, voilà, bon, il faut tout dans une vie, hein, dans une société. J'entends, même les petits idiots ont le droit de vivre. Mais voilà. Les SS, ils étaient habillés par Hugo Boss quand même. Voilà. Je ferme cette parenthèse de style. Tout ça pour dire que il y a des idiots partout. Maintenant, je rentre dans la politique. Alors, une société, c'est un espace de paix dans lequel des gens à peu près au même niveau de politesse arrivent à vivre ensemble sans se latter la gueule toutes les 2 minutes. Mais si cette société est bousculée par des gens malpolis, voire impolis,
tout simplement, l'harmonie sociale va se briser. Moi, par exemple, je vis étranger au Cambodge, je ne vais pas imposer mon point de vue, mes idées, ma culture. Je respecte la culture du pays qui veut bien m'accueillir et je ne cherche pas à la transformer ni à imposer mon point de vue. Je ne me mêle pas des affaires politiques du pays, je ne suis pas citoyen cambodgien. Si un jour je le deviens, je m'intéresserai peut-être à la politique locale et je ne vais pas critiquer le fait que les démocraties, nos fameuses démocraties du capitalisme de surveillance, critiquent le Cambodge en disant « Oh, c'est pas un pays démocratique, regardez, c'est le fils du Premier ministre qui est devenu Premier ministre, hein, comme un royaume, si vous voulez. » Et c'est ces mêmes sociétés de la démocratie du capitalisme de surveillance qui vont faire la morale aux autres et qui viennent aux États-Unis, dans ce monde occidental parfait, viennent de condamner le dirigeant des Proud Boys. Les Proud Boys, c'était une organisation, d'ailleurs je vais mettre la photo c'est un, je crois d'origine cubaine, ce monsieur. C'est un mouvement patriotique et souverainiste qui a soutenu Trump, et là on l'accuse de coup d'État, tentative de coup d'État, vous savez, au Capitole, et il a été condamné à 22 ans de prison. Aux États-Unis, 22 ans de prison. Donc lui, il a rien fait, il est propre sur lui, il n'est pas tatoué de la tête aux pieds. C'est pas un hooligan raciste. Eux, donc les hooligans racistes, pseudo-nazis, ont le droit de manifester, etc. Lui, qui a rien fait, hein, il faut être honnête, c'est une vaste plaisanterie, c'est politique, prend 22 ans de prison parce qu'il aurait participé, d'ailleurs avec Trump, hein, qu'on va accuser dans la foulée, pareil, d'avoir fomenté un coup d'État. Bon, voilà, vous voyez le niveau du deux poids deux mesures de nos belles sociétés démocratiques, impolies, du coup là, clairement dirigées par des impolis, même si par moment nous pouvons devenir, par des malpolis, excusez-moi, dirigés par des malpolis. Combien même nous, par moment, pouvons devenir des impolis. Par exemple, lors des manifestations au Capitole, on est devenu un peu impoli. Hein, je me mets dans le groupe parce que moi j'aurais participé aussi. Et on a peut-être cassé des fenêtres, des choses comme ça. Enfin, c'est pas un coup d'État. Il n'y a pas une tentative de coup d'État. C'était pas organisé. C'était plus ou moins spontané et sans doute aidé par quelques agents provocateurs. Bon, tout ça pour dire qu'il y a deux poids deux mesures dans nos belles sociétés démocratiques à double vitesse. D'un côté, des malpolis, racistes, au QI bas de plafond, se revendiquant d'être racistes ou antisémites, eux sont libres, et le pauvre dirigeant des Proud Boys, lui, prend 22 ans de prison. Combien de temps ce mensonge deux poids mesures va-t-il être encore supportable? Combien de temps nous, les polis, la classe moyenne, allons pouvoir le supporter? Nos dirigeants mal polis se foutent de notre gueule ouvertement de plus en plus. Donc, la question que je pose dans cette partie politique, c'est est-ce que nous avons été trop auto-domestiqués? Nous nous sommes trop auto-domestiqués? Oui, non. Sommes-nous devenus trop polis, c'est-à-dire trop lissés, trop neutres, trop soumis à la société et notamment à ces malpolis? Ne faudrait-il pas réagir à cette politique malpolie de nos dirigeants qui se moquent ouvertement de nous? Donc la question c'est, pouvons-nous réagir? Et là, je rentre dans la conclusion. Alors, pouvons-nous réagir? Pouvons-nous, nous les polis, devenir un peu impolis? Pas mal polis, hein, impolis, c'est-à-dire un peu plus néandertaliens? Faisons appel au néandertal en nous et redevenons un peu plus agressifs pour combattre ces malpolis. Et alors, j'ai regardé l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France, rugby qui est un sport noble de gens polis, et le petit spectacle de la France d'antan, hein, de la France des années 50, 60, des 30 glorieuses, la France du général de Gaulle, m'a indiqué qu'en fait, même aujourd'hui en 2023, il y a
cette idée de cette France. Elle existe toujours. Alors c'est plus du tout la France actuelle, hein, je vous rassure, vous le savez, mais on idéalise la vraie France d'antan, la belle France d'antan, la France de mon enfance, dans ce spectacle. C'est très intéressant socialement parce que ça veut dire là que des gens polis, gentils, etc., etc. Ouais, notez ça parce que c'est pas innocent, je pense. Hein. Et là où je voulais surtout en venir, c'est que notre El Macron, notre malpoli numéro 1, lorsqu'il a pris la parole, s'est fait gentiment huer et siffler à haute dose. C'est-à-dire que nous sommes devenus dans le stade des impolis, nous avons réagi, nous ne sommes pas contents. Donc il y a de l'espoir, mais il faut que ces actes se transforment en actes politiques. Donc je le redis, mais je le redis encore une fois, de l'extrême gauche à l'extrême droite, il faut créer un front commun pour changer de système politique. Moi, je pense qu'il faut changer, il faut aller vers une sixième république, il faut accepter le vote blanc, il faut mettre en place le référendum, etc. Mais pour ça, il faut d'abord faire un front commun et être élu dans cette 5e république pour prendre le pouvoir et ensuite demander aux Français exactement ce qu'ils veulent et adapter la 5e république ou créer la 6e république à quelque chose d'un peu plus démocratique. Donc, en cela, je pense qu'il y a de l'espoir. La classe moyenne, la classe des polis, je pense, commence à en avoir marre et va peut-être redevenir un peu impoli pour combattre les malpolis. Donc, c'est dans ce sens-là que je rappelle qu'il faut nous organiser et nous unir. Et c'est pour ça que je soutiens donc la liste de Marc Guyon, candidat aux élections sénatoriales pour 2023 des Français établis hors de France, donc moi. Il a créé une liste, on va dire, apolitique, qui s'appelle la liste d'union des droites, des patriotes et des indépendants, et elle s'appelle Renouveau. Donc je vous invite à voter pour lui si vous êtes des Français établis hors de France, car c'est quelque chose qui va faire bouger. Il faut faire bouger les institutions et c'est pas en restant dans l'extrême centre ni dans les fausses droites ou les fausses gauches de Zemmour à Le Pen. Hein. J'inclus tout le monde maintenant parce que c'est la même chose en fait à degrés différents. Il y a toujours la liste un peu Rougeron et Philippot, etc. Mais même là, Philippot, j'ai l'impression qu'il tourne en rond. Il veut pas s'ouvrir aux autres. Donc voilà, je pense place aux jeunes, comme Marc Guyon. Je pense qu'il faut faire table rase de toutes les têtes qu'on connaît et laisser les jeunes faire de la politique et prendre les choses en main pour un avenir meilleur, un avenir poli, entre gens qui s'entendent et qui peuvent vivre en France dans la politesse, l'élégance et la gentillesse, mais sans devenir trop poli. C'est-à-dire devenir des idiots, ce que nous sommes un peu devenus en Occident. À très bientôt et à bon entendeur, salut.